Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez également sur kmttélévision.com, c'est notre site internet, ou qui nous écoutez sur FM+, bonsoir et bienvenue dans cette émission 100% politique. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir Jean-Philippe Nilor. Jean-Philippe Nilor est conseiller général, il est dans l'opposition du conseil général, il est également conseiller régional, il fait partie du groupe des patriotes et sympathisants, il est également dans l'opposition au conseil régional. Monsieur Nilor, bonsoir. Bonsoir Laurent Larouché. Bonsoir à toute la Martinique. Je voudrais vous parler de notre pays, de la Martinique. Notre pays qui s'enfonce lentement, mais sûrement dans une crise sans précédent. Cette crise, elle a une dimension sociale, elle a une dimension économique, elle a aussi une dimension morale, elle a une dimension politique. Dimension sociale en premier lieu parce que la souffrance est en train de s'installer durablement dans nos familles, à nos portes. Les mois sont de plus en plus difficiles. La situation de bon nombre de familles en Martinique devient presque intenable. Nous avons de plus en plus de personnes âgées qui se retrouvent isolées, sans contact, sans lien. Nous avons des jeunes qui se regroupent pratiquement exclusivement sous des abribus. Notre pays est en train de souffrir. Et cette souffrance est réelle. Vous la vivez au quotidien. Les difficultés sont bien évidemment aussi d'ordre économique. Parce que malgré tout ce qui nous est raconté par les uns par les autres, le chômage ne cesse d'augmenter. Et même ceux qui ont un emploi, qui ont la chance d'avoir un emploi, ont des fins de mois difficiles. Le paiement des salaires est problématique. Nous avons des entreprises qui connaissent de réelles difficultés parce qu'elles ne sont pas payées à temps. Parce que comme la crise économique s'installe durablement, les fournisseurs ont du mal à fournir, les acheteurs ont du mal à payer. Nous avons une crise aussi du fait de notre dépendance à la consommation. Lorsqu'un pays consomme mais ne produit pas, à long terme, il va au-devant de graves difficultés. Mais la crise que nous connaissons est surtout et de plus en plus une crise morale, une crise sociétale, une crise comportementale. Pas une semaine ne passe sans qu'un jeune Martiniquais ou un moins jeune ne perde la vie bêtement. Personne ne peut se satisfaire de cette situation-là. Aucun homme politique, aucun parti politique ne doit surfer sur cette souffrance-là qui atteint notre pays. Il n'y a pas si longtemps de ça, on disait que c'était la Guadeloupe qui développait ce genre de gangrène violente. Un peu avant, on disait que c'était les pays de la Caraïbe, la Jamaïque notamment, qui étaient touchés par ce fléau-là. Aujourd'hui, notre pays est touché par ça. Nos jeunes sont en train, malheureusement, de s'entretuer. Alors, face à ce constat-là, qui est éminemment pessimiste, mais malheureusement réaliste, que faire? Soit nous laissons la main, soit nous baissons les bras, ou soit au contraire, nous décidons de nous battre. Et je veux vous dire aussi qu'il y a des raisons d'espérer dans cette Martinique-là. Cette Martinique que nous aimons tous, mais si nous l'aimons tous, elle vaut le sacrifice. La Martinique vaut la peine qu'on se batte pour elle. La Martinique vaut la peine que peut-être ses enfants ennemis se réunissent, se retrouvent pour cogiter ensemble, pour penser ensemble, pour trouver ensemble des solutions au mal qui affecte notre pays. Il y a malheureusement une conception de la politique qui ne permet pas cette pratique-là, cette approche-là, consensuelle, constructive. C'est celle qui consiste à faire de la politique en utilisant par-dessus tout le mensonge. Certes,
La Martinique la politique n'est pas un lieu de sainteté, mais il doit quand même, il doit pouvoir être un lieu de dignité. Et force est de constater qu'il y a un écart de plus en plus grand entre la classe politique et le peuple. Ce que vit le peuple, ce n'est pas ce que vit la classe politique, malheureusement. Lorsque je vois un président de région s'auto-satisfaire en disant qu'il a généré des emplois, laissant à croire qu'il a créé des emplois, alors que la population, les jeunes en particulier, sont confrontés de plus en plus à des difficultés d'embauche. Même pour accéder à une formation professionnelle, c'est le parcours du combattant. Il y a des dépenses somptuaires, des dépenses qui me semblent inutiles, voire indécentes, compte tenu des difficultés que nous vivons dans notre pays. Un seul exemple, mais ô combien symbolique. Lorsque la région Martinique entend payer pour 2 étages de la tour infernale de la Pointe-Simon, entend payer 820 000 € de loyer, nous disons que l'heure n'est pas à ce genre de dépenses-là. L'heure est au contraire à l'optimisation. Quand je parle d'optimisation, il faut bien tenir compte aujourd'hui, plus que jamais, encore plus qu'hier, que 1 €, c'est 1 €. Donc il faut que cet euro-là puisse être dépensé de la manière la plus efficiente qui soit, la manière la plus efficace qui soit. Et en définitive, que cet euro-là reste et prospère en Martinique. Alors vous voyez, il y a beaucoup à faire. Il y a matière à discuter. J'espère que pendant cette émission, nous aurons l'occasion d'évoquer ensemble des pistes de réflexion. Parce qu'il est bon de se projeter dans l'avenir, de ne pas systématiquement être dans une attitude critique. Je me situe, nous nous situons dans une démarche constructive, une démarche pour faire que la Martinique puisse sortir de cette ornière-là. Et nous en sommes capables. Croyez en vous et vous verrez que nous sommes collectivement, ensemble, capables, si nous mettons en avant l'intérêt supérieur de notre pays que nous disons aimer, si nous faisons ça, nous sommes capables de faire briller notre pays à l'échelle internationale, pourquoi pas. Je vous remercie. Monsieur Nilor, bonsoir, rebonsoir. Bonsoir. Et merci de nous faire l'honneur d'accepter notre invitation. C'est moi qui suis honoré. Non. Nous sommes honorés de recevoir un conseil général et un conseil régional dont on dit qu'il pourrait être la relève d'Alfred Marie-Jeanne. Si on dit que je pourrais être la relève d'Alfred Marie-Jeanne, je pense que c'est un très grand honneur qu'on me fait parce que je ne crois pas que des hommes politiques puissent être remplacés. Véritablement, chacun a sa personnalité. Et si relève, si par relève on entend celui qui pourrait tenir un moment le flambeau, certes, j'accepte cette mission, même difficile, mais si relève signifie photocopie ou clone, je ne suis pas l'homme de cette relève-là. Est-ce que dans le parti, on rappelle que vous êtes du MIM, du mouvement indépendantiste martiniquais, oui. Est-ce que vous faites figure de leader aussi, quoi, de quelqu'un qui est à la tête du parti, ou bien vous êtes considéré comme un élu, comme les autres? Il faudrait demander ça à mes collègues du parti. Je crois que contrairement à ce que certains peuvent penser, au MIM, il y a beaucoup de personnalités très fortes. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes dans ce parti qui ont un vrai discours,
qui ont un vrai charisme et l'idée qu'on a bien voulu donner de nous, d'un parti de suiveurs avec un leader providentiel, ne correspond pas réellement à ce que nous sommes. Donc il y a beaucoup de leaders au même si, bien évidemment, Alfred Marie-Jeanne, c'est le président du parti, c'est un homme qui a un charisme exceptionnel, c'est un homme politique engagé pour son pays, c'est quelqu'un qui m'a formé aussi en politique, c'est quelqu'un pour qui j'ai la plus grande admiration, mais heureusement pour nous, il n'y a pas que Alfred Marie-Jeanne dans notre parti, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui m'ont beaucoup donné, qui continuent à me donner énormément. À quoi attribuez-vous les défaites successives que vous avez connues ces dernières années? Vous parlez de quoi? Les régionales, je parle de la consultation pour l'article 73, ce sont des défaites. Oui, ce sont des défaites populaires, oui. Ben, je crois que nous n'avons pas su expliquer suffisamment, qualitativement, les raisons de nos choix. Et je crois que le peuple martiniquais n'était pas prêt à suivre ses responsables politiques majeurs à ce moment-là. Il faut dire qu'il y a eu des campagnes de peur qui ont été développées, des arguments un peu fallacieux, un peu mensongers qui ont été développés aussi. Mais je préfère, plutôt que de rejeter la faute systématiquement à ceux qui ont pratiqué le dénigrement, je préfère chercher les causes de ces deux échecs successifs là. Donc la consultation et les régionales. Un peu les sénatoriales aussi quand même. Je préfère analyser les causes de ces échecs-là plus froidement et considérer que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire pour gagner. Au niveau de la campagne, vous parlez de la campagne. Au niveau de la campagne. Nous n'avons pas été suffisamment persuasifs, donc nous n'avons pas été suivis par le peuple martiniquais. Notamment pour la campagne de l'article 74. Parce que l'article 73, en définitive, la collectivité unique dans le cadre de l'article 73, ça a été aussi notre victoire. Puisque nous nous étions déjà battus et nous étions pratiquement les seuls à avoir défendu cette thèse-là, cette idée-là, cette perspective-là pour la Martinique en 2003, en décembre 2003. Le parti auquel vous appartenez, le MIM donc, est au pouvoir depuis 1998, pouvoir partagé dans un premier temps, oui. Pouvoir absolu dans un deuxième temps, enfin entre guillemets absolu, enfin une majorité absolue à vous seul. Mais en fait, vous participiez déjà à la majorité du conseil régional du temps de M. Capgras, n'est-ce pas? Donc vous êtes au pouvoir depuis longtemps, depuis très longtemps. Les Martiniquais ont eu l'occasion de voir qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous fonctionnez. Et vous leur demandez à un moment, donnez-nous un peu plus d'autonomie, un peu plus de pouvoir avec l'article 74. Et ils vous disent non. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas été satisfaits de la façon dont vous avez dirigé le pays pendant ces années-là? Je ne crois pas qu'on puisse analyser ça dans ces termes. Je crois plutôt que beaucoup de Martiniquais ont eu un réflexe de peur. C'est-à-dire lorsqu'on a une partie de la classe politique qui tient un discours rassurant et une autre partie de la classe politique qui tient un discours de peur, d'inquiétude, ben, le citoyen lambda, il est un peu perdu dans tout ça. Lorsqu'on dit à un Martiniquais qu'il va perdre sa retraite, lorsqu'on dit qu'il n'y aura plus de CMU, lorsqu'on dit qu'il n'y aura plus de RSA ou de RMI, que la sécurité sociale ne va plus fonctionner, etc., mais il est un peu normal que les gens aient peur. Ce sont ceux qui tiennent ce genre de discours, tout en sachant pertinemment que ce discours-là est infondé, ce sont ces gens-là qui sont condamnables. C'est cette partie de la classe politique qui a trompé le peuple martiniquais. Comment expliquez-vous que ce peuple scolarisé, très scolarisé, oui. Que ce peuple qui entend vos discours depuis longtemps, hein, le discours sur l'autonomie, sur l'indépendance date des années 1956, donc ça fait longtemps, vous êtes au pouvoir pendant longtemps,
Et quand même, il se fait couillonner aussi facilement. Comment expliquez-vous ça? Mais parce qu'il est tout simplement beaucoup plus facile de faire peur que de donner confiance. Et ça, c'est une constante. Ça se voit, ouais, c'est une constante de la science politique. Ça se voit pas seulement au niveau chez les Martiniquais, dans tous les peuples, au niveau de tous les peuples du monde. Il est plus facile, mais même au niveau individuel, il est plus facile d'effrayer quelqu'un, de l'appeler à la prudence, de ne pas avancer, en lui faisant miroiter tous les dangers possibles, que de le rassurer pour lui dire tu peux faire un pas. Il n'y a pas de risque. Il y aura toujours un doute. Et dans ce doute-là, on s'abstient, malheureusement. D'accord. Vous êtes dans l'opposition, tant au conseil général qu'au conseil régional. Comment vous vivez ça, personnellement? Mais je pense que c'est une excellente école. Je n'ai pas souhaité, bien évidemment, être dans l'opposition. Mais c'est une excellente école. Je pense que pour être un homme politique, confirmé, affirmé, il faut avoir été de la majorité, mais il faut avoir été aussi de l'opposition. Je pense que c'est éminemment formateur pour un politique. Parce que lorsqu'on est dans la position de l'opposant, on est amené à critiquer ce qui ne va pas. On est amené à voter sur les bonnes décisions, parce que la majorité ne prend pas que de mauvaises décisions, heureusement. Et on est amené aussi à proposer. Mais on est beaucoup plus libre, finalement. Et c'est ce qui est en train de se passer depuis 2 ans. Nous sommes beaucoup plus libres. Donc nous sommes beaucoup plus sur le terrain. Et il est vrai, il faut le dire, que toutes ces années à la région, mais nous avait amené, malgré notre penchant naturel pour aller au contact du peuple, mais nous avait un peu éloigné de ces missions-là, de ce travail au quotidien auprès de la population, dans la population. Et je crois que là, nous sommes de nouveau sur le terrain. Nous sommes de nouveau au contact avec la population, en phase avec cette population-là, et je crois que ça commence à se ressentir. Est-ce que être dans l'opposition vous incite à faire preuve d'une humilité qui vous a peut-être manqué à un certain moment? Alors, si vous parlez de manque d'humilité personnelle ou collective? Collective. C'est-à-dire le score que vous avez obtenu avec Alfred Marie-Jeanne, 75 000 ou 78 000 voix, je ne me rappelle pas très bien. Est-ce que ça ne vous a pas fait un peu avoir la grosse tête, quoi, disons? Et donc à ce moment-là, un peu négligé. Peut-être pas le mieux placé pour en parler, mais très objectivement, je n'ai jamais eu ce sentiment d'être membre d'un parti, d'une organisation qui avait la grosse tête. Au contraire, les fondements que nous pratiquons, c'est bien de garder les pieds sur terre. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous a reproché. On nous a reproché de mener une politique, notamment en termes de gestion, de personnes qui gardent les pieds sur terre. De personnes qui ne partent pas dans des projets pharaoniques. On a qualifié ça de manque d'audace. Aujourd'hui, on voit bien, avec la crise internationale, la crise mondiale, que la collectivité régionale qui a été gérée sous les mandatures d'Alfred Marie-Jeanne est presque citée en exemple au plan de la France entière, au plan de l'Europe. Est-ce que il vous arrive de vous dire, nous avons été au pouvoir tant de temps, la Martinique est dans la situation que vous venez de décrire là, je vous ai entendu avec attention dans votre discours liminaire. Est-ce que véritablement c'est la faute à la crise, exclusivement à la crise? Est-ce que vous vous exonérez de toute responsabilité dans cette situation catastrophique que vous dénoncez? Mais non, bien évidemment. Mais non. Vous savez que, à mon humble avis, ceux qui rejettent systématiquement la responsabilité d'une difficulté, d'un échec sur l'autre qui soit de l'autre côté de l'Atlantique, ou l'autre qui soit l'adversaire politique. Dans votre discours, vous avez parlé d'ennemis. Les enfants ennemis pourraient se rassembler. Oui, les frères ennemis. Oui. Vous préférez le mot adversaire ou ennemi? Je préfère le mot adversaire. D'accord. Mais frères ennemis, c'est certainement plus parlant que frères adversaires. Donc,
pour moi, il ne s'agit pas de rejeter la responsabilité sur un autre, systématiquement. Non, chacun de nous, et en tant que politique, mais en tant qu'homme martiniquais, en tant que citoyen, en tant que parent, en tant que grand frère, nous avons une responsabilité. Excusez-moi, l'homme politique, selon moi, a plus de responsabilités que moi dans l'échec de la Martinique aujourd'hui. Pas systématiquement. Pas systématiquement, parce que lorsque l'on est engagé dans le domaine associatif, on peut avoir un impact important. Peut-être plus important que certains hommes politiques. On peut, mais la fonction de l'homme politique, c'est quand même de réussir le développement du pays, l'harmonie dans le pays, beaucoup plus que le kidam, que le prof de je ne sais quoi. Mais dans notre société, nous avons énormément de talents, énormément de génie. Et ce ne sont pas systématiquement ceux qui sont au devant de la scène qui sont les plus féconds. Oui, mais c'est votre mission, c'est votre mission. Vous êtes là pour ça. Ben, précisément. La société fonctionnerait bien si ceux qui sont les plus fertiles, les plus féconds, ceux qui sont animés des meilleures intentions étaient aux responsabilités. Et c'est ça la contradiction. Est-ce que c'est le cas? Vous avez l'air de dire que ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas, bien évidemment. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que quelqu'un est élu que cette personne-là devient du jour au lendemain quelqu'un de compétent, quelqu'un de valable. Il y a de la compétence dans la classe politique, mais il y a aussi pas mal d'incompétence. Il y a du caractère dans cette classe politique. Il y a des gens qui sont prêts à tout donner pour leur pays, pour le monde, pour les autres. Et puis il y a des gens qui sont là pour sauvegarder leurs propres intérêts. Il n'y a pas d'homogénéité dans la classe politique. Il n'y a pas une baguette magique qui tombe sur l'épaule de celui qui est élu le jour où il reçoit son écharpe ou il est intronisé dans une assemblée. Alors, et la classe politique est à l'image du peuple martiniquais, avec toutes ses contradictions. Parce que je reviens sur une idée, parce qu'il est très à la mode de cracher sur la classe politique, de dire c'est parce que les politiques ne font pas, etc. Mais c'est une vision quand même assez réductrice, assez simpliste. Parce que je ne connais pas un homme politique qui soit ennemi ou adversaire ou concurrent. Je n'en connais pas un qui se soit auto-désigné. Ce sont des gens qui ont su convaincre une population à un moment donné. Donc, les insuffisances de la classe politique, si elles existent, eh bien, elles renvoient aux insuffisances de la population qui les met en place. Honnêtement, est-ce que pour être un homme politique, il ne faut pas avoir un certain nombre de qualités ou de défauts qui ne sont pas forcément communs à ceux qui ne se lancent pas en politique? Est-ce que l'homme politique n'est pas quelque part différent? C'est pour ça qu'il fait de la politique, ou faisant de la politique, il devient différent? Honnêtement. Non, je crois que il y a une différence entre les hommes politiques qui marquent leur pays, qui marquent leur peuple, qui marquent leur période, qui imposent un certain respect, et puis une grande partie de la classe politique qui est constituée pas forcément de gens qui ont un réel discours, malheureusement. Et lorsqu'on observe un peu ce qui se passe aujourd'hui, et je prends bien le soin de dire que je ne mets pas tout le monde dans le même panier, dans le même sac. Mais l'heure est plus ou moins au silonventisme ou à l'aplaventrisme. Mais vous avez des hommes ou des femmes politiques qui ne vont jamais pratiquer l'aplaventrisme, le silonventisme ou le lâchepoulisme. Ça veut dire quoi? Parce qu'on observe aujourd'hui que des hommes ou des femmes politiques qui sont peu armés intérieurement de convictions profondes, ils penchent là où ils estiment que se trouve le plus fort, du bon côté. C'est-à-dire, il y a une certaine conception de la politique qui consiste à dire il faut être au bon endroit au bon moment pour avoir le bon poste. Et puis vous avez d'autres personnalités politiques qui sont animées de leurs convictions, qui peuvent être opposées à la mienne, mais que je respecte parce que, véritablement, leur moteur, c'est l'intérêt
du pays et leur conception de l'intérêt du pays. Donc on voit bien qu'il y a deux catégories extrêmes dans la classe politique. Quelle est la conviction profonde que vous avez, M. Nilor, et que vous avez voulu faire partager aux Martiniquais ou que vous voulez faire partager aux Martiniquais? Quelle est cette conviction profonde dont vous parlez? Je crois que ce qui a conditionné mon intérêt pour la politique, c'est l'idée véritablement qu'en Martinique, nous sommes aussi capables que quiconque sur cette planète-là. Et c'est un sentiment qui malheureusement n'est pas toujours partagé. Et même ceux qui vous donnent l'impression de partager ce sentiment-là, lorsqu'on gratte un peu, on voit bien que ils n'assument pas véritablement cette position décomplexée du Martiniquais. Sans complexe de supériorité, mais sans complexe d'infériorité devant quiconque. Avoir confiance en soi, c'est ça. Avoir confiance en soi et se dire qu'on est capable. Vous savez, dans une société, je ne vais pas revenir systématiquement sur notre histoire, mais dans une société post-esclavagiste, ce n'est pas facile d'être décomplexé et d'aborder le monde de manière très optimiste, avec foi, avec détermination. Mais là, vous êtes sur une position, disons, philosophique. C'est une position philosophique qui conditionne un positionnement politique. Alors, parce que, quelle est la conviction idéologique que vous avez et que vous souhaitez faire partager aux autres et qui doivent adhérer à cette conviction? En fait, c'est le pendant. À l'échelle collective, à l'échelle du pays, nous n'avons pas de complexe à faire. Donc, la situation de dépendance, la dépendance en soi, le fait de préférer déléguer à un autre la responsabilité de décider à notre place. Mais cette dépendance-là, c'est à elle qu'il faut s'attaquer. La dépendance à tous les niveaux est un fléau. La dépendance à des substances toxiques, c'est un fléau. La dépendance, lorsqu'on vieillit et qu'on devient une personne âgée dépendante, il faut essayer de réduire cette dépendance-là. Mais en matière politique, en matière économique, en matière institutionnelle, en matière culturelle, il faut chercher à réduire l'impact, le poids que la dépendance impose sur nos épaules et sous nos cerveaux. Je souris, puisque vous évitez soigneusement d'employer le mot indépendance. Vous savez, on a souvent fait peur, on a souvent diabolisé le terme d'indépendance. Mais vous le diabolisez, mais vous non, je ne le diabolise pas. Là. Non, je diabolise le terme de dépendance. Je n'ai pas encore parlé d'indépendance. Et l'indépendance, c'est quoi? Parce que s'il s'agit d'accéder à une indépendance du jour au lendemain, s'il s'agit d'une indépendance rupture totale, brutale, je ne suis pas partisan de ça. L'indépendance, c'est un objectif. L'indépendance, c'est un leitmotiv. L'indépendance, c'est cet objectif qui doit nous animer tous les jours. Ça se gagne au quotidien. On n'est pas dans le cas de figure des années 60 où il y avait le grand jour de l'indépendance nationale qui tombait comme un poids, comme une responsabilité. C'est tous les jours qu'il faut se battre pour l'indépendance, pour dépendre de moins en moins de l'autre. Et c'est en étant animé de cette perspective-là qu'on peut réellement avancer. Et je crois que c'est le cas de tous les Martiniquais. Alors, lorsqu'on interroge les gens pour savoir s'ils sont indépendantistes ou pas, mais peut-être qu'il y a une minorité qui va assumer cette appellation-là, parce qu'elle a été tellement diabolisée. Mais moi, je vous interroge et je vous dis, Monsieur Larouché, est-ce que vous êtes dépendantiste? Est-ce que ce que vous pouvez faire, vous êtes certain de pouvoir le faire, vous préférez qu'un autre le fasse à votre place? Ce que je sais, c'est que c'est celui qui paye qui décide. Ça, c'est une conception très capitaliste et très matérialiste. C'est une conception très réaliste des choses. Que je ne partage pas. Les Français veulent diriger parce qu'ils payent. Ils payent quoi? Mais ils payent un tas de choses mais ici. Non, mais ça, c'est une vision... Qu'est-ce que nous produisons? Mais ça, c'est une vision trop simpliste de la réalité. Nous avons déjà payé et nous continuons à payer. Les Martiniquais sont des imposables. Ils contribuent au pot commun de la nation française. Nous payons des impôts.
Nous payons par le fait de nous astreindre à des lois. Nous avons accepté un cadre et nous payons tous les jours notre francité, comme tous les citoyens français. Et lorsque je parlais de Martinique décomplexée, c'est précisément cette Martinique-là. Parce que quel pays, quelle métropole, entre guillemets, serait assez philanthropique, nous aimerait autant pour nous donner, comme vous venez de le dire, sans jamais rien recevoir. Mais cette philanthropie-là, cette générosité-là n'aurait pas résisté autant. Donc c'est parce que nous donnons, c'est parce que nous permettons aussi à la France d'être une puissance internationale. Notre appartenance à la France, elle arrange aussi d'une certaine manière l'État français. Donc, nous n'avons pas de complexe à avoir à ce niveau-là. C'est-à-dire, je ne suis pas de celui qui va tenir un discours d'une métropole, d'une mère patrie, qui nous aimerait tellement qu'elle nous offrirait les bienfaits de la société, de la civilisation. Ça, c'est des discours qu'on a tenus suffisamment dans notre pays. C'est pas ce que je disais, moi. Je dis que c'est un fait. Non, mais vous laissiez entendre que la relation, c'était une relation à sens unique. Oui, mais vous l'avez dit dans votre discours. La France nous donne, mais la France nous donne parce qu'elle reçoit aussi de nous. Vous avez dit dans votre discours liminaire qu'il est dangereux que nous soyons dépendants de la consommation si nous ne produisons pas. Ça, c'est notre problème. C'est le même. Parce que nous ne produisons pas. Nous ne créons pas de richesse. Oui. Et c'est ça le drame de la Martinique et des Martiniquais, à mon avis, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils ne produisent pas de richesse. Oui. Alors, là, on est dans une conception économique de la chose. Bien sûr. Parce que nous produisons. Nous produisons intellectuellement, nous produisons des services, nous produisons de l'activité, nous produisons de l'image. Il ne faut pas considérer que nous ne produisons pas, parce que ce serait effectivement la sinistrose si nous ne produisons rien. Mais vous l'avez dit vous-même, au niveau économique, nous sommes devant une contradiction. Et nous ne pouvons peut-être même pas réellement parler d'économie martiniquaise. Nous sommes bien d'accord sur ça. Parce qu'en matière économique, il y a une réalité qui est intangible. C'est que la capacité d'un pays à consommer dépend de sa capacité à produire. Ça, c'est une relation qui est à la base même de l'économie en tant que discipline. Mais en Martinique, cette réalité-là, elle est faussée, elle est cassée. Parce qu'on nous a fait croire qu'on pouvait consommer sans limite, sans rien produire, ou en produisant très peu. Et c'est dans cet état d'esprit-là que la notion d'autosuffisance alimentaire, elle est cruciale. Parce que même si on ne pourra peut-être jamais l'atteindre, mais il faut qu'on s'en rapproche. Parce qu'en cas de difficulté, en cas de blocus, en cas de blocage de la Martinique, ne serait-ce qu'en cas de grève au niveau du port de la Martinique, il faut bien que nous ayons la capacité à nourrir notre peuple. Je veux dire que ça doit être l'une des priorités d'un politique, d'une démarche politique, d'un programme politique, d'un projet politique. Ça doit être une priorité. Attendez, on va revenir un petit peu sur des choses qui me paraissent importantes. Je vous ai demandé quel est le substratum idéologique dont vous vouliez convaincre les Martiniquais. Vous m'avez dit avoir horreur de la dépendance. D'accord ? C'est ça votre truc. Je suis maire d'une commune. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de pouvoir faire des routes pour mes administrés. C'est de pouvoir réparer les écoles. C'est de pouvoir leur donner le meilleur être possible. Okay ? Aujourd'hui, c'est Alfred Marie-Jeanne qui est au pouvoir au conseil régional et c'est lui qui peut me permettre d'atteindre cet objectif-là, qui est le mien en tant que maire. Voilà. Demain, c'est M. Letchimy qui est au pouvoir et qui, lui, cette fois, c'est M. Letchimy qui peut me permettre d'atteindre cet objectif-là. Qu'est-ce que vous reprochez au maire de dire, aujourd'hui, c'est Letchimy, c'est lui qui peut me permettre d'atteindre cet objectif-là? Parce que c'est ça son objectif. Non, mais c'est pas du tout ce que je reproche. Au contraire, je vous ai dit, et j'insiste là-dessus, il faut pouvoir travailler avec tout le monde dans le respect. Moi, je crois en la capacité des Martiniquais à transcender les petites guerres, les petits conflits, des choses qui peut-être ne reposent pas sur l'essentiel dans les moments
vraiment important de notre histoire, nous avons démontré que nous étions capables de nous unir plutôt que de nous opposer systématiquement et de manière stérile. Donc je ne reproche pas ça au maire. Du tout, au contraire. Alors, ça, c'est faire preuve de responsabilité. Je ne sais plus quel terme vous avez employé, mais... J'ai parlé de silonventistes ou de latchépoulistes ou de ceux qui pratiquent l'aplaventrisme. C'est ceux qui changent de casaque, ceux qui changent de veste, ceux qui pratiquent la trahison, qui n'hésitent pas à trahir un ami politique pour un poste, pour une place. Et c'est ça qui est en train de se produire là en Martinique. Je parle de ceux qui, à la veille d'une élection comme les sénatoriales, vont entrer, vont prendre leur carte dans un parti politique pour pouvoir accéder à la place, au poste. Ça, c'est pas l'intérêt de la Martinique. C'est pas l'intérêt des enfants des écoles. C'est pas l'intérêt des administrés qui est en cause là. C'est l'intérêt personnel de certains élus qui prend le dessus sur l'ensemble, sur le reste. Et c'est ça. Et pour ça, comme on a le sentiment, il faut le dire aujourd'hui, de plus en plus, qu'on se dirige vers une espèce de pouvoir absolu en Martinique. Une espèce de souverain monarque à Plateau-Roi, à qui il faudrait faire allégeance systématiquement. Eh bien, certains ne vont jamais s'abaisser à renier leur identité, leur personnalité, leur choix, leurs convictions pour obtenir quoi que ce soit. Votre conviction, c'est donc l'horreur de la dépendance. Eh bien, est-ce que vous pensez... Oui, on est d'accord. Mais c'est une illustration de cette dépendance-là. Lorsque vous parlez de la dépendance à la France, à un autre. Non, mais la dépendance à un autre aussi, quel qu'il soit. Mais enfin... Fut-il monarque martiniquais? Oui. Comme c'est ce qui est en train d'émerger là, dans cette Martinique. Mais est-ce que Serge Letchimy, à votre avis, a autant horreur que vous de la dépendance, ou est-ce que lui, au contraire, il s'en fout d'être dépendant de la France? Non, moi, je ne sais pas, il faudrait l'interroger là-dessus. Mais non, mais c'est votre sentiment, vous êtes dans l'opposition, il a bien une position qui doit être différente de la vôtre. Si vous êtes contre la dépendance, il doit être lui pour la dépendance. Je pense que la prochaine fois que vous allez le recevoir, vous avez déjà une bonne base d'interrogation, de questions. Et votre sentiment sur cette question-là? À mon avis, il n'en a pas autant horreur que moi. Parce que nous avons montré, dans la période récente, vous avez parlé d'échecs électoraux pour le 74 et pour les régionales. Nous avons montré, Alfred Marie-Jeanne et Claude Lise notamment, ont montré qu'ils pouvaient faire abstraction de leur propre carrière politique, de leur propre poste de président de la région pour l'un et de président du conseil général pour l'autre, pour prendre le risque de la collectivité unique. Ça, peut-être qu'on n'a pas suffisamment rappelé, on n'a pas développé suffisamment à ce niveau-là. Mais lorsqu'il y a deux présidents, à la limite, l'intérêt des deux, c'est qu'il y ait deux collectivités. Et ces deux hommes-là ont fait le choix d'une collectivité unique dont aucun n'avait la garantie qu'il serait membre de cette collectivité unique-là. Donc, vous voyez bien qu'à certains moments, il y a cette notion de dépassement, cette notion d'intérêt supérieur de la Martinique, de mettre la Martinique sur les rails de la réduction de la dépendance, mais qui doit être notre objectif. Et lorsque j'observe les discours des autonomistes, vous savez, mon père, c'était un PPM, j'étais élevé dans ce giron-là. Donc, je n'ai pas le sentiment d'avoir trahi mes engagements de départ. Au contraire. Attendez. Au contraire. Moi, je suis marqué. Ça me permet de vous répondre. Oui, je pense que si ceux qui... Je ne vais pas personnaliser le débat avec le président de la région, mais ceux qui se disent autonomistes, s'ils l'étaient réellement, ils n'auraient pas fait de calcul sur leur capacité à gagner une élection. Ça n'aurait pas été ça l'élément déterminant de leur positionnement politique. Et malheureusement, ça a été ça, l'élément déterminant. À partir du moment où certains autonomistes, se disant autonomistes,
ont fait leur petit calcul et ils se sont dit, si l'Assemblée unique se fait à ce moment-là, ce ne sera pas moi qui serai à la tête de cette Assemblée-là. Ils ont fait le choix de la stagnation, du statu quo. Donc c'est sur cette base-là que je me permets de dire que il me semble que notre position est plus cohérente que celle d'autres se disant autonomistes ou qui ont un discours qui ressemble au nôtre. Mais en politique, il y a le discours, mais on est jugé sur l'action. Et c'est l'écart entre le discours et l'action qui fait qu'on est crédible ou pas. Et aujourd'hui, permettez-moi de revenir sur la gestion d'ensemble pour une Martinique nouvelle. Entre le discours et l'action, il y avait des fissures. Aujourd'hui, il y a des failles. Entre les promesses et les réalisations, il y a un monde. D'accord. Entre la perception du peuple aujourd'hui qui vit au quotidien les difficultés, la souffrance, l'angoisse, et la perception de nos élus qui nous disent on a créé, on a généré, on est satisfait, on a atteint les objectifs. J'ai parfois l'impression de nager en plein surréalisme. Juste une question. Vous dites que le conseil régional a décidé de louer 2 étages dans cette tour que vous avez appelée la tour infernale. Pourquoi vous l'avez appelée la tour infernale? Elle semble justement être conçue pour ne pas être infernale du tout. Ah bon? Mais ce n'est pas mon sentiment. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que cette tour, elle est intégrée dans un projet qui est plus vaste. Et dans le cadre de ce projet-là, c'est l'ensemble du littoral de Fort-de-France qui devra être débarrassé de ses habitants pour en faire un quartier d'affaires où il faudra montrer patte blanche pour accéder. Un quartier qui ne sera pas accessible à tous les Martiniquais. Un quartier qui sera pratiquement déposé en Martinique, mais un quartier qui ne sera pas intégré au reste de l'économie martiniquaise, au reste de la société martiniquaise. Et c'est cette perception-là du développement urbain que je ne partage pas. Autrement dit, nous avons une belle baie des Flamands avec un beau littoral, la Fort-de-France. Il vous paraît surprenant qu'on ne veuille pas y mettre des logements sociaux, des choses comme ça? Ou bien est-ce qu'il faut y mettre des logements sociaux sans problème? C'est ma question. Il n'y a pas de lieu ne pouvant accueillir du logement. Je parle dans ma conception, dans ma perception du développement urbain, le logement, il peut s'intégrer partout. Il doit s'intégrer partout. Il n'y a pas de quartier d'affaires où on ne veut pas voir du monde. En tout cas, où on ne veut pas voir des pauvres. On ne veut pas voir des malheureux, on ne veut pas voir des bicoques, on ne veut pas voir du bois. On veut voir du béton exclusivement sur ce littoral-là. Donc s'il faut réserver un jour, comme ça se fait à Cuba par exemple, une partie du pays pour les touristes, réserver ça aux touristes et faire en sorte que ça ait un certain cachet, une certaine... je crois que c'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix. Je crois que le touriste, toute politique, toute action, toute stratégie qui vise à éloigner la population autochtone de la population touristique est vouée à l'échec. Parce que précisément, l'objectif du touriste, c'est d'aller au contact de la population. Et je reviens sur les choix architecturaux qui sont faits dans notre pays. Pas plus pour cette tour-là que pour d'autres blocos en béton qui sont faits sur nos plages. Et on a l'impression que chaque fois, c'est le littoral qu'on veut massacrer. Donc, on vient imposer des modèles architecturaux qui ne sont pas faits pour un pays comme le nôtre et qui viennent finalement salir le paysage. Le défigurer. Le maltraiter. Ok. En fait, pour moi, c'est vraiment du décatchage urbanistique. C'est votre façon de voir. Oui. D'accord. Or, on aurait pu privilégier d'autres modèles avec d'autres matériaux, le bois, par exemple, en fait, le touriste, il recherche quoi? Il recherche le dépaysement. Et il aimerait bien, lorsqu'il vient en Martinique, retrouver ce qu'il n'a pas chez lui. Or, nous avons une génération d'hommes politiques qui considèrent que le développement passe par le béton. C'est au mètre cube de béton qu'on mesure une politique. Alors, ça peut être pour les routes, ça peut être pour les bâtiments, et l'homme dans tout ça. D'accord. Même si ceux-là n'arrêtent pas de dire qu'ils placent l'homme au centre de leur dispositif, mais dans la pratique. Là, on est dans la pratique. On voit bien vous n'êtes pas pour le BTP, vous?
Je ne suis pas contre le BTP, mais le BTP doit être au service de l'homme. Je ne suis pas pour qu'on fasse une école s'il n'y a personne à l'intérieur. Je ne suis pas pour qu'on fasse un stade si les principes même direction de ce stade-là ne sont pas imposés par ceux qui seront les usagers, les pratiquants de ce stade-là. Donc, c'est parce qu'il y a un besoin d'éducation qu'on va construire. Mais c'est pas on fait une école là, parce qu'on a une possibilité de faire une école là, et puis on va voir comment on va remplir cette école. Vous voyez, s'il doit avoir une suprématie, une priorité, elle doit être donnée à l'homme. Et c'est en fonction des besoins humains, des besoins culturels, des besoins sociaux, des besoins économiques, que l'on va faire des choix en matière d'équipement, en matière d'infrastructure. Mais c'est pas l'inverse. Et justement, le problème, et le problème même au niveau mondial, c'est que nous perdons le sens des réalités. Tout à l'heure, on parlait de pieds sur terre. Mais garder les pieds sur terre, c'est toujours se dire, mais si je veux une école, c'est pourquoi? Pour apprendre quoi aux enfants? Pour faire quoi? Quel type d'enseignement? Pour en faire quoi demain? Et si on inverse la chronologie du process de pensée, eh bien, on arrive à des catastrophes. En Europe, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, les banques ont perdu le sens de ces réalités-là. Ces réalités toutes simples. Hein? Mais on voit la catastrophe. On voit le résultat. On va devoir aller plus vite parce que le temps qui m'est imparti est presque terminé. Alors, vous dites que le conseil régional va donc louer 2 étages dans cette tour. Le président du conseil régional a fait une conférence de presse au cours de laquelle il a dit que ce n'est pas vrai, que la commission permanente du conseil régional ne s'est jamais prononcée sur ça et qu'il n'est pas question pour l'instant de louer ces 2 étages. Alors, qui est-ce qui ment? Moi, je dis que le président du conseil régional ment. D'accord. C'est pas la première fois. Il a demandé à l'occasion, parce que, premièrement, le problème s'est posé parce qu'il y a bien un dossier qui a été fait dans ce sens-là, par les services, sous l'autorité du président de la région, qui a été proposé, adressé aux membres de la commission permanente. Donc, ils avaient rendez-vous pour statuer sur cette question. Oui, première chose. Oui. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Non, mais il dit ça. Ce que vous dites là, il le dit. Oui, il n'y a pas de souci. Le président du conseil régional, à cette occasion, a fait voter un vote de principe, demandant à la commission permanente de lui donner délégation pour régler ce problème-là. Comme ça se fait souvent. Mais le dossier n'a pas été enlevé de l'ordre du jour. D'accord. Son analyse a été reportée. En attendant, on a donné mandat au président, on a donné compétence au président pour avancer dans ce dossier-là. Attendez, pour avancer, est-ce que ça veut dire qu'il peut tout seul prendre la décision de louer sans passer par la commission permanente? Il faudra de toute façon qu'il revienne en commission permanente. Autrement dit, la décision n'est pas prise pour l'instant. Non, heureusement. Oui, d'accord, c'est ce que je voulais savoir. Mais je vous fais remarquer que le président de la région, dans un premier temps, ça n'a pas été son argumentation, son argumentaire, ses arguties. Il a plutôt dit qu'il y a des gens qui travaillent dans les couloirs. Donc, il a justifié cette dépense-là de 820 000 euros par mois. J'ai calculé ce que ça représente. C'est 55 emplois de jeunes Martiniquais au SMIC à temps plein. 55 emplois qu'on pourrait redéployer dans les écoles, par exemple. Non, mais je comprends, mais enfin, c'est... On pourrait redéployer sur les plages de Martinique, parce que on est bien d'accord que c'est pas acté, ça. C'est pas fait, c'est pas fait. Acté parce que l'opposition que nous représentons a dénoncé les choses pour éviter justement ce genre de dérive-là. Ok. Vous dites que les Martiniquais doivent avoir confiance en eux, que nous sommes capables d'eux. Je suis un Martiniquais de base. J'observe que la gauche dans ce pays est au pouvoir depuis 1982, pratiquement sans interruption. C'est pas pratiquement sans interruption, c'est sans interruption. Et puis je me demande, mais qu'est-ce qu'elle a réussi, cette gauche? Quel est le bilan économique? Vous avez dressé un état très catastrophique des lieux, mais même, il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas réussi. Beaucoup de choses. La Semer, Air Martinique, Poisson Pilote Industrie, Le Monde, enfin, énormément de choses. Et je me dis, mais enfin,
Pourquoi je ferais confiance à ces gens-là? Parce qu'ils ont été au pouvoir si longtemps et ils n'ont pas réussi grand-chose. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Si vous considérez qu'il y a une gauche en Martinique et que vous mettez tout le monde dans cette gauche-là comme s'il s'agissait d'un ensemble homogène, je crois que votre analyse, de toute façon, elle ne pourra pas tenir la route. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de gauche en Martinique. Il y a des hommes politiques qui se disent de gauche, qui ont des pratiques de droite. Il y a des hommes politiques qui se disent de droite et qui sont plus sociaux, plus humains, plus à l'écoute de la population que beaucoup d'hommes politiques de gauche. Surtout lorsqu'on parle d'une espèce de gauche caviar, de gauche molle, on voit bien qu'il n'y a pas nécessité. Pourquoi est-ce que l'on veut reproduire le paysage politique français au niveau de la Martinique? C'est ça qui donne des dégâts. Parce que lorsqu'on applique ça, ce genre de transposition-là, il y a une gauche en France, donc il faut qu'il y ait une gauche en Martinique, il y a une droite en France, il faut qu'il y ait une droite en Martinique. Et que l'on me considère, moi, en tant que nationaliste martiniquais, comme extrême gauche. Mais là, on est dans l'erreur. Moi, je suis Vous êtes à droite. Gauche. Mais je suis pas, je ne suis pas dans l'extrême, précisément. Je considère les propositions que je fais, mais ce sont des propositions qui ne se situent pas dans une position politique extrémiste. Donc, je ne suis pas à l'extrême gauche. L'extrême gauche, c'est peut-être Arlette Laguille en France, etc. Mais moi, je n'ai pas de lien idéologique avec ce genre de parti politique. Donc, vous voyez les erreurs qu'on peut commettre. Alors, comme on ne sait pas trop bien classer ou classer les indépendantistes, on les classe dans la catégorie extrême gauche. Mais quelque part, on perd en pertinence. Bien sûr, je suis un homme de gauche, un vrai homme de gauche. À différencier avec tous ces hommes qui se disent de gauche, mais qui sont souvent des hommes de poche. De poche. De leur propre poche. Ah, d'accord. Oui. Vous voudriez c'est un tableau bien pessimiste de la classe politique martiniquaise, quand même. Non. Ça fait à plusieurs reprises que vous dites ça. Non. Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être ce courant-là qui est majoritaire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Bien au contraire. Si je continue de me battre, si nous continuons de nous battre, c'est parce que nous savons que ce n'est pas dans cette acception superficielle de la politique que se trouve l'avenir de la Martinique. C'est vraiment, je pense que, et la prise de conscience est en train de naître là, actuellement là, dans la population. Parce que vous avez parlé d'échecs électoraux, mais depuis, je me permets de vous faire remarquer, que l'équipe qui est en place à la région, elle a gagné. Il faut savoir s'incliner et admettre sa défaite. Elle a gagné les élections régionales. Peut-être aussi, en grande partie, par la trop grande proximité temporelle entre la consultation et les élections régionales. Peut-être que ça nous a desservi. Mais elle a gagné. Mais elle n'a pas la majorité de la population. Elle n'a pas eu la majorité absolue des suffrages. Elle n'a pas eu 50% des voix. Elle a eu 48% des voix. Ça veut dire que 52% des Martiniquais n'ont pas voté pour cette équipe-là. Et pourtant, ils ont 75% des représentants à la région. Donc, vous voyez que les modes d'élection, les modes de scrutin peuvent un peu travestir la réalité. Mais depuis cette victoire pour eux, oui, c'est une victoire. Et peut-être c'est une victoire qui finalement nous a servi, comme je vous explique, qui nous a servi. Parce qu'elle nous a permis de repartir de plus belle au combat, après une vraie période d'analyse, de diagnostic. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes plus forts qu'hier. Mais, en dehors de cette victoire-là, au Conseil général, on a un autre mode de scrutin. Je rappelle qu'en 2011, les partisans de Claude Lise ont fait 5000 voix de plus que les opposants de Claude Lise. Puisque c'était la moitié des conseils généraux qui étaient renouvelés. Donc on aurait pu s'attendre à une victoire du président Claude Lise qui était déjà en place. Mais le mode de scrutin fait que ce n'est pas le peuple qui vote pour le président de la région, le président du département. Général, ouais. Et si c'était le peuple qui votait pour le président du conseil général, est-ce qu'on aurait eu ce résultat-là? Je pose la question. Je ne suis pas sûr que la présidente actuelle aurait été élue au scrutin universel par la population martiniquaise. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas.
au sénatorial, ce n'est pas le peuple qui a voté. Les élections sénatoriales sont les élections où, par excellence, les tractations vont bon train. Les manigances vont bon train. Entre les élus du peuple, hein, quand même. Entre les élus qui ont été choisis par le peuple. Oui, mais je vous fais remarquer aussi, et ça, ce sont des travers, certes, mais lorsqu'on vote pour un conseil municipal, pour un maire, on n'a pas forcément le sentiment de voter pour des grands électeurs qui vont élire des sénateurs demain. Des fois, c'est la proximité, des fois, c'est le voisin, des fois, c'est tout simplement parce que la politique qui est menée par le maire au plan local, c'est une bonne politique. Mais est-ce que ça veut dire que ces choix au plan national sont les meilleurs? Pas forcément. Donc, ce que je retiens, c'est que ce n'est pas le peuple martiniquais qui a choisi les 2 sénateurs que nous avons eus. Mais ils ont gagné. Ils ont été les plus habiles. Ils ont été au bon endroit, au bon moment. Pour l'un, in extremis, un mois avant, il a fallu qu'il prenne sa carte du parti. Mais il a gagné. Mais est-ce que la Martinique a gagné? Est-ce que ça aurait été le choix des Martiniquais? Si c'est un scrutin qui invitait toute la population martiniquaise à choisir des sénateurs, est-ce qu'on aurait eu ce résultat-là? Je ne suis pas sûr. Et même si on avait eu ce résultat-là, est-ce que les Martiniquaises et les Martiniquais ont apprécié de voir la manière dont le président Claude Lise a été traité, dont le sénateur Claude Lise a été traité? Je ne crois pas. Et ces attitudes-là arrogantes, de surdité, d'aveuglement, de gagnants qui ne se rendent pas compte que parfois, ils sont en train de célébrer une victoire à la Pyrrhus. Ces attitudes-là écartent encore davantage la classe politique du peuple martiniquais. Et c'est pourquoi je condamne ce genre d'attitude-là. Et même si j'étais dans le camp des vainqueurs de ce jour-là, je n'aurais pas apprécié qu'on passe un balai à la sortie du président Claude Lise. Je considère que... Vous devez à la vérité de dire qu'il y a quand même beaucoup de membres du PPM qui n'ont pas approuvé ça et qui l'ont dit. Mais je ne les ai pas entendus. Ils étaient très timides là-dessus. Vraiment. Et je veux dire que c'est quand même le père de la première vice-présidente de la région qui a fait ça. Hein. C'est pas un coup d'âme. C'est quand même une personnalité qui se permet même d'intervenir lors des plénières pour m'interrompre alors qu'il est dans le public, qui m'interrompt tellement il a autorité. Il m'interrompt pour me dire revenez à l'ordre du jour. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc vous voyez, ce n'est pas n'importe qui. On va devoir arrêter cette partie-là de notre interview. Ça devenait très intéressant. Je suis désolé. Mais avec Barbara Aurel, ça va aussi être intéressant. Oui, je n'en doute pas. On va essayer de découvrir l'homme, je ne dirais pas qui se cache derrière l'homme politique, mais qui existe avec l'homme politique, concomitamment à l'homme politique. Merci beaucoup. Aimez-vous le pouvoir? C'est une question, oui, mais le pouvoir, pour accaparer le pouvoir, ce n'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Mais le pouvoir, pour pouvoir agir, le pouvoir pour pouvoir faire du bien autour de moi, le pouvoir qui me permet d'aider les autres, notamment les plus humbles, les petits, les faibles. Oui, ce pouvoir-là, le pouvoir qui me permet d'agir au service de mes compatriotes, oui, je l'aime. Je l'aime parce que c'est la condition même d'une bonne pratique de la politique. Oui. Bonsoir, Jean-Philippe Nilor. Bonsoir, Barbara. Prenez place, je vous en prie. Merci. C'est une très belle réponse que vous avez donnée là, Monsieur Nilor, du pouvoir. Enfin, j'espère. Oui. Mais elle est surtout sincère. En fait, c'est une question qui est particulièrement pertinente s'agissant des hommes politiques parce que c'est aussi une manière de pouvoir faire la différence entre certains hommes politiques au-delà du discours. Parce que ça se voit. Ceux qui aiment le pouvoir pour eux-mêmes, ça se voit. Si on observe bien la pratique de ces gens-là,
on doit pouvoir décrypter dans leur fonctionnement, dans leur comportement, une recherche du pouvoir absolu pour le pouvoir. Simplement pour dire, je règne, j'ai le pouvoir. Moi, je n'ai pas cet attrait pour le pouvoir en tant que tel, mais j'ai l'attrait pour ce que permet de faire et de bien faire le pouvoir. Voilà. Bien. Alors, Jean-Philippe Nilor, vous venez d'être interrogé par Roland Laouché sur le plan politique, mais pour être politique, vous n'en êtes pas moins homme. Donc, je vous propose de révéler cet homme aux téléspectateurs de Canal Martinique Télévision. Alors, nous allons essayer de faire cela, de plonger dans les méandres de votre personnalité pendant ces quelques minutes. Donc, on commence avec le pouvoir. Vous avez bien décrit votre vision du pouvoir. Alors, est-ce que on a l'impression parfois que, une fois qu'on a accédé au pouvoir, on oublie ce qu'on a été avant d'accéder au pouvoir? On oublie qu'on a été peut-être, on a fait partie de ceux d'en bas, entre guillemets, qu'on n'a peut-être pas toujours mangé à sa faim, qu'on a été comme ceux, finalement, qui nous ont mis au pouvoir. Ouais. Ça arrive, mais pas seulement par rapport au pouvoir politique. Parfois, c'est la réussite sociale aussi. Peut être source d'amnésie. C'est-à-dire, ceux qui ont vécu peut-être dans une certaine misère matérielle et qui réussissent dans la vie, malheureusement, on a quelques exemples comme ça, de personnes qui oublient d'où ils viennent. C'est une espèce d'ingratitude par rapport à sa propre mère, par rapport à son propre père. Et je veux dire, ceux qui arrivent à vivre comme ça, avec la conscience tranquille, je leur tire mon chapeau parce que moi, je ne pourrais pas. Vous ne faites pas partie de cela, donc. Ah non, je n'aimerais pas en faire partie non plus, vraiment. Oui. Alors, vous venez d'où? Comment a été votre... Oui, mais effectivement, il y a beaucoup d'hommes politiques, mais d'hommes en général qui oublient d'où ils viennent, qui sont victimes d'une espèce d'amnésie sociale. Mais ce n'est pas seulement dans la classe politique, c'est-à-dire ceux qui réussissent socialement, par moments, ils nous donnent cette triste image de personnes qui renient leur passé. Et moi, je trouve que c'est une ingratitude suprême par rapport à sa propre mère et par rapport à son propre père. Donc, au contraire, il me semble que lorsqu'on vient d'un milieu difficile, on a d'autant plus de mérite à réussir à atteindre ses objectifs. Donc, ça devrait être un élément valorisant. Malheureusement, certains ils entretiennent des complexes. Et finalement, c'est bien triste. Et je n'ai pas envie de ressembler à ces hommes-là du tout. Vous ne leur ressemblez pas, donc? Je n'aimerais pas leur ressembler. Je ne pense pas leur ressembler. Oui. Mais le jour où je vais leur ressembler, il sera vraiment temps de faire autre chose. Très bien. Alors, faire autre chose, qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans la politique, mais qu'est-ce que vous faites par ailleurs? Alors, si vous voulez parler des loisirs, des hobbies, de ce que je pratique. Oui, mais avant vos hobbies, on va y venir, mais votre profession? Alors, ma profession est aussi très liée à la politique, parce que je suis attaché parlementaire. Oui. Donc, je suis le collaborateur du député Alfred Marie-Jeanne. C'est un métier qui est très passionnant, très intéressant, où on travaille les interventions du député, on intervient en amont sur les projets de loi pour lui proposer des amendements, des correctifs, etc. Donc c'est un métier qui est vraiment très enrichissant, aussi, qui m'a aussi amené à rencontrer aussi beaucoup de personnes, parce qu'il faut préparer des interventions pour des citoyens qui ont des difficultés, etc. Et c'est une pratique vraiment qui m'a passionné. On devient comment attaché parlementaire? Par hasard. Par hasard, en fait, il n'y a pas une formation. C'est vrai que la formation idéale pour ça, c'est un doctorat en droit. Moi, j'ai une formation d'économiste, donc je ne me destinais pas particulièrement à ça, mais c'est venu un peu comme ça, un peu par hasard. C'est au hasard d'une rencontre avec mon ancien professeur, M. Marie-Jeanne. Voilà. Et à son élection, il m'a recruté parmi une pile de CV qu'il avait. Et je crois enfin, très humblement, je dis que j'espère qu'il n'a pas eu à regretter son choix. Très bien. Et donc, vos hobbies,
vos loisirs, vos sorties? Qu'est-ce que vous faites pour vous détendre? Alors, je fais de moins en moins de choses, malheureusement, en dehors du travail, de la politique. Bon, j'ai une formation d'éducateur sportif, donc j'ai toujours aimé encadrer les jeunes, notamment au football. Je l'ai fait, j'ai commencé à le faire très tôt, même sans avoir les diplômes. Et par la suite, j'ai passé tous les diplômes, toutes les formations. C'est vraiment quelque chose dont je voulais faire mon métier. Je voulais être entraîneur de football professionnel. C'est un moment, j'ai rêvé de ça. Et puis, la Monsieur politique... Marie-Jeanne vous a détourné de cette voie, c'est ça? Moi, on va dire ça pour aller vite. Ouais. Mais c'est aussi un beau métier. Moi, je rêvais d'être... Parce que j'étais sur le point de passer les diplômes d'entraîneur d'équipe professionnelle. Et je rêvais d'entraîner peut-être un pays de la Caraïbe ou un pays d'Afrique, une équipe nationale un jour dans une grande compétition comme une Coupe du Monde. Oui. Ouais, ça me passionnait. C'était vraiment un objectif pour moi. Au moins de faire partie d'un staff technique d'une grande équipe. Et donc j'ai continué de pratiquer pendant un certain nombre d'années l'entraînement, l'encadrement avec les jeunes, les tout petits. Mais malheureusement, j'ai dû arrêter faute de temps. Parce que si je n'ai pas suffisamment de temps à consacrer aux enfants, je pense que ça n'en vaut pas la peine. Mais j'avais commencé avec d'autres, un travail très intéressant, c'est le foot belay. C'est-à-dire on prenait les enfants de 3 ans à 6 ans, donc pré-débutants, et tout l'entraînement se faisait au rythme du belay, et on a pu constater que les enfants faisaient des progrès beaucoup plus rapidement. Parce que souvent maintenant ils jouent au foot sur la console et ils n'ont pas la finesse de déplacement qu'on peut avoir les enfants qui pratiquent le sport de rue, le foot de rue. Par exemple, et aussi bien on dit que les Brésiliens jouent au rythme de la samba, mais on voulait tenter l'expérience avec les petits Martiniquais jouer au rythme du belay, mais c'était une expérience que j'ai dû arrêter un peu la mort dans l'âme, parce que c'était une expérience qui pouvait être très concluante. Et j'espère, mais que d'autres vont reprendre ce travail-là, parce que c'est un travail qui était chargé d'enseignement. Et les enfants, à la fin de l'année, non seulement ils progressaient au niveau de la coordination, de leur déplacement, de la perception de l'espace, perception du temps, etc., des trajectoires, ils faisaient des progrès, mais en plus, à la fin de la saison, ils écoutaient aussi du T-Emile, du T-Raoul, et les parents disaient que les enfants, ils écoutaient de la musique de leur époque, mais aussi de la musique traditionnelle. Et je pense que c'est quand même une arme lorsqu'on est armé et de la modernité et de la tradition. Je pense que c'est une bonne manière d'avancer dans la vie. Oui. Mais alors, vous avez complètement abandonné ce rêve? Peut-être qu'après votre carrière d'attaché parlementaire, vous pourriez reprendre... Non, mais quelque part au fond de moi, j'ai encore cette ambition-là de me mettre au service des enfants, mais des tout petits, pour leur donner le meilleur de moi-même. Mais en fait, je n'ai jamais arrêté, parce que je travaille beaucoup sur Internet au niveau de la préparation des enfants, préparation athlétique, psychologique, etc. Et quelque part, c'est dans un coin, mais il faudrait que je trouve vraiment le bon moment pour le faire. Mais je pense que je le ferai. Je pense que je le ferai. Oui. Vous avez quel âge, Monsieur Nilor? J'ai 46 ans. Oh! On ne vous donne pas votre âge. C'est ça. Alors, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Oui. Parce que souvent, on me considère comme le plus jeune dans les assemblées, alors qu'il y en a 2 ou 3 quand même qui sont plus jeunes que moi. Je commence, en fait, je suis un homme, quoi, un homme mûr. Mais souvent, pendant longtemps, beaucoup des gens pensaient qu'il fallait encore attendre, que j'attende. Il y avait ce discours-là, qu'il est trop jeune, on va lui faire confiance dans quelques années. Bon, c'est quand même dommage que dans un pays, on ne puisse pas faire confiance à une jeunesse. Lorsqu'on est à point, on est à point. Et puis j'ai envie de dire au point barre. Et il y a des gens qui, à 90 ans, ont du mal à atteindre une certaine sagesse, une certaine maturité. Et puis on a des gens qui peuvent être à la fois expérimentés et puis sains pour leur pays, très jeunes, donc efficaces très jeunes pour leur pays.
Mais bon, on est dans un pays vraiment où les choses sont difficiles. On a du mal à faire confiance, notamment par rapport à la politique, mais pas seulement par rapport à la politique, par rapport pratiquement à tous les métiers. On a du mal à faire confiance à la jeunesse et je pense que c'est un tort. On perd beaucoup. On perd beaucoup en qualité, en faisant abstraction des qualités de la jeunesse. Ouais. Vous êtes de quel signe du zodiaque? Je suis taureau. Taureau. Ouais. Oh, vous foncez. Ouais, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit des taureaux qui foncent. Mais je crois, bon, je dois avoir un autre signe, un autre ascendant. Je ne sais pas qui doit tempérer ça. Parce qu'en même temps, bon, c'est vrai que lorsque je charge, je charge. Lorsque je fonce, je fonce. Lorsque je m'engage, c'est pleinement. Je suis aussi très lié à la terre, quoi. C'est-à-dire très dans le concret. Mais je dois avoir un signe qui tempère ça parce que à la fois, je crois être quand même assez posé, assez calme, même si j'aime bien taquiner. Donc, je pense que le dosage est bon. Il n'y a pas d'excès. Alors, Monsieur Nilor, revenons à vos loisirs. Vous êtes un passionné de sport. Alors, vous faites quoi d'autre? Vous vous occupez? Vous n'avez pas beaucoup de temps, je sais. Mais oui, je n'ai pas beaucoup de temps. Cinéma quand même? Quelques lectures? Pas tellement. Lecture, oui, un peu. Pas autant que je le souhaiterais. Musique, oui. J'ai pratiqué pendant longtemps, enfin, pendant un bon moment de ma vie, la musique et la peinture également. Ce que j'aime particulièrement, c'est tout ce qui est musique de chez moi, musique à base de percussion, et donc tout ce qui s'apparente au jazz fusion avec de la percussion, du belly jazz, reggae belly. Enfin, moi j'aime beaucoup tout ce qui est fusion, mais à partir d'une base identitaire et culturelle forte, qui est la percussion. J'aime bien ça. J'aime bien beaucoup de musique, toutes les musiques caribéennes. Vous aimez danser? De moins en moins. De moins en moins. J'ai beaucoup dansé. J'ai fait de la danse traditionnelle à un moment. Mais oui, j'aime bien danser, comme tout Martiniquais. Oui. Mais aujourd'hui, je ne me sens pas très motivé à l'idée d'aller en boîte de nuit, par exemple. Je préfère des ambiances entre amis où on passe des moments plus conviviaux avec de vrais échanges. En milieu ouvert. Disons, on peut discuter, passer un moment, puis aller danser, puis revenir. Mais l'industrie fermée, là où on danse toute la nuit, un peu style rave party, c'est pas trop mon truc. Vous avez parlé de danse traditionnelle. Vous avez fait partie d'un ballet, d'un groupe? Oui, j'ai fait partie de groupe pendant mes études, de groupe de danse traditionnelle. Moi, j'étais aussi, je disais, musicien, donc tambouiller, percussionniste et bassiste. Donc oui, j'ai fait tout ça. Se cache un artiste donc sous l'homme. Oui. Il ne se cache même pas. En fait, il n'a pas vraiment le loisir de s'exprimer. Mais je veux dire, même parfois, mes discours sont rythmés par la percu ou bien par la basse. J'ai des mélodies ou des rythmes dans la tête qui rythment mes discours, mes interventions. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'en ai. Ah, combien? J'en ai 3. 3 enfants, de quel âge? Filles, garçons? Un garçon et 2 filles. Oui. Un garçon qui a bientôt 11 ans. Qui aura 11 ans le 25 janvier. Et 2 filles, une fille qui a 8 ans et une fille qui a 5 ans. Vous êtes quel genre de père? Papa gâteau, papa sévère? Un peu des deux. J'essaye d'être à la hauteur. C'est pas toujours évident. J'essaye de ne pas décevoir mes enfants et je leur demande d'avoir la même exigence. Il faudrait acheter du matos, là. Il faudrait aller dans la chimie, de l'argent. Ça passe mal chez vous? Je ne dois même pas dire à quel moment. Enfant. Alors, je vais reposer la question. La question sur les enfants. Oui, papa, quel genre de père vous êtes? D'accord.
Moteur. On reprend la question ou à la réponse? On reprend la question. Ça tourne. Action. Quel genre de père êtes-vous, Jean-Philippe Nilor? J'essaye d'être un père à la hauteur. Ce n'est pas toujours évident. J'essaye de ne pas décevoir mes enfants. Vous savez, ils sont à un âge où lorsque on s'engage, lorsqu'on leur promet quelque chose, lorsque on donne sa parole, c'est quelque chose de sacré. Donc j'essaye de respecter mes engagements, ma parole vis-à-vis d'eux. Mais je leur impose aussi d'avoir la même exigence vis-à-vis d'eux-mêmes. Et donc j'essaie d'être un père qui est à la fois rigoureux, mais qui exprime son amour pour ses enfants aussi. Je les câline, je les cajole, je joue avec eux, mais quand il faut être sérieux, lorsque je ne suis pas content, je leur fais savoir aussi. Oui. Et vous donnez la fessée quand c'est nécessaire? Non, je ne serais pas. Je serais plutôt du genre à prendre d'autres mesures. C'est-à-dire, par mon comportement, par mon visage fermé, ils savent que je ne suis pas content. Et les mettre plus mal à l'aise que par une simple fessée. Parce que, bon, je pense que la mère doit jouer davantage ce rôle-là que moi. Alors, la mère, la femme, venons-en. Vous vivez donc avec la mère de vos enfants? Oui, tout à fait. Oui. Comment ça se passe, la vie de famille? Très bien. Vous êtes en vie de couple depuis depuis très longtemps, je ne compte même pas, mais c'est depuis nos années d'étudiants. Oui. Donc, moi, ça se passe très bien. Oui. Est-ce que le fait depuis vos années d'étudiants, est-ce que le fait d'avoir connu votre compagne sur le banc, pas des écoles, mais à l'université ou... Non, on s'est connus même bien avant ça. D'accord. Est-ce que c'est l'amour, il est plus fort quand on se connaît depuis très longtemps, depuis l'enfance, depuis l'adolescence, ou ça n'a pas d'importance? Non, je pense que ça n'a pas d'importance. L'amour, ou bien il est là, ou il est encore là, ou il n'est plus là. Moi, je considère que l'amour, c'est comme un être vivant. Il peut naître, donc il peut faiblir, il peut être malade, il peut mourir aussi. Et pour l'instant, il n'est pas mort, donc ça va. Donc, vous avez fait le choix de la vie de couple. Vous n'êtes pas marié. Non. C'est un choix où le moment n'est peut-être pas encore venu. Non, je crois que, en fait, la plus grande... parce que le mariage, c'est un message donné à la société, essentiellement. Mais l'engagement entre deux personnes, il va bien au-delà du mariage. Donc, j'ai pas... Au moment où c'était possible, j'ai pas jugé bon. Nous n'avons pas jugé bon d'aller devant monsieur le maire, devant le prêtre ou autre. Mais je pense que l'engagement le plus fort, c'est celui d'avoir 3 enfants et d'assumer leur éducation, leur éclosion, leur épanouissement. Je pense que c'est ça le plus important. Et puis peut-être que sur nos vieux jours, on va régulariser. Alors, on associe souvent à l'amour la passion, mais aussi la jalousie. L'amour et la jalousie sont souvent frères et sœurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Je pense qu'on peut très bien aimer quelqu'un sans être excessivement jaloux. Juste un peu? Oui, juste un peu. Juste un peu, mais moi je considère que lorsqu'on dit que l'amour va avec la jalousie, c'est déjà trouver une excuse préalable pour tous les débordements liés à la jalousie. Et pour moi, lorsqu'on est jaloux au point d'aller s'attaquer physiquement à l'autre, c'est qu'on s'aime soi, mais on n'aime pas l'autre. Je veux dire, si j'aime quelqu'un et que cette personne veuille me laisser voler de ses propres ailes, mais si j'aime cette personne-là, je dois faire abstraction de moi-même et je dois être content du bonheur de cette personne-là. Je ne dois pas l'empêcher d'être heureuse. J'ai l'impression qu'il y a des gens, hommes ou femmes, qui préfèrent que le partenaire soit malheureux avec eux plutôt que heureux sans eux. Mais donc je ne partage pas ça. Vraiment, ça ne correspond pas à
ma perception, mais forcément, il y a toujours... S'il y a de l'amour, il y a de l'attachement. Donc, qui dit attachement, dit peut-être... je dirais, l'amour, ça va avec le bonheur, ça va avec le plaisir, mais ça va aussi avec les petites souffrances. Alors, si c'est ça, la jalousie, ressentir des petites souffrances, oui, peut-être. Mais pas la jalousie au sens où elle s'exprime dans notre société aujourd'hui, là, je condamne fermement. Oui, parce qu'on a souvent l'impression que qu'entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas, et qui est souvent franchi de manière dramatique. Oui. Et je dis qu'il faut faire un choix, quoi. Soit on aime, soit on déteste, soit on n'aime pas quelqu'un. Je répète, hein, c'est trop facile de dire qu'on fait du mal à quelqu'un parce qu'on l'aime. Et je ne partage pas cette conception-là du tout. Et si aimer signifie faire du mal, mais je préfère que certaines ne m'aiment pas. Parce que, non, je pense que lorsqu'on s'aime, on se fait du bien. On se porte quelque chose mutuellement, c'est du positif. À partir du moment où des idées négatives prennent le pas, c'est que l'ego a pris le pas. Donc, si l'ego prend le pas, c'est l'amour, mais pas l'amour envers l'autre. On dit le verbe aimer est difficile à conjuguer. Son présent, ou du moins son passé, n'est pas si simple. Son présent n'est qu'indicatif. Et son futur est toujours conditionnel. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais Jean Cocteau. Alors, comment vous conjuguez le verbe aimer, vous? Au passé, au présent, au futur, au plus que parfait surtout. Mais en fait, j'aime vraiment les gens d'une manière générale. Et c'est vraiment exceptionnel que je n'aime pas quelqu'un. C'est pourquoi je n'ai pas beaucoup d'ennemis, enfin, de mon point de vue. Si quelqu'un me démontre qu'il ne m'aime pas et qu'il représente un danger pour moi, je vais changer mon regard. Mais a priori, j'aime les gens. Et donc, je le conjugue à tous les temps. C'est pas le même amour, bien évidemment. Mais peut-être que c'est la différence entre l'amour et l'empathie. Mais j'ai vraiment... je ressens vraiment au plus profond de moi l'amour des gens. Et donc, ça me plaît d'aider les autres, de leur porter quelque chose et de m'enrichir aussi, de prendre d'eux sans rien leur prendre. C'est ça l'enrichissement. Pour moi, c'est ça qui fait la beauté de la vie. Sinon, ce serait bien triste si on fonctionnait comme des robots, sans cœur, sans amour les uns pour les autres. On parle pourtant souvent du nègre contre nègre en Martinique. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que cette réalité est bien là? Et à votre avis, si oui, pourquoi? Alors, j'hésite parce que, effectivement, cette réalité est là. Parce que, tout simplement, on l'admet. Alors, comme on l'admet, elle est là. Je veux dire, je n'ai jamais entendu un homme blanc dire blanc contre blanc. C'est-à-dire, il peut avoir un problème avec quelqu'un de sa race, quelqu'un de cette couleur de peau-là, mais il ne généralise pas. Et nous, on a cette tendance à généraliser, mais surtout le négatif. C'est-à-dire, lorsque on a un nègre qui s'illustre positivement, on ne va pas généraliser. Mais dès que c'est négatif, on va généraliser. Il y a des gens qui vont louer un appartement pour un couple, si c'est un couple d'Antillais qui ne paye pas le loyer, mais ils vont décider de ne plus jamais louer à leurs compatriotes. Vous voyez, il y a cette tendance à généraliser, mais c'est parce qu'on y croit, parce qu'on n'arrête pas de répéter ça nègre contre nègre. Et c'est pas une parole qui nous projette vraiment dignement dans l'avenir. Et ça ne nous permet pas de régler des problèmes. Répéter nègre contre nègre, c'est comme une fatalité, comme un poids, comme si on subissait une malédiction par rapport à notre couleur de peau. Donc ça ne nous porte rien. Ça nous porte plutôt des difficultés. Ça entretient en fait les difficultés que nous avons. Donc je pense qu'il faut arrêter de dire ça. Et en l'occurrence, voilà, on peut prendre exemple sur les Européens qui ne répètent pas à longueur de journée français contre français, anglais contre anglais, blanc contre blanc. Mais là, voilà un exemple à suivre. Parce qu'il y a des exemples à suivre. Moi, je suis pas pour qu'on prenne tout de l'extérieur, mais je ne suis pas pour qu'on rejette tout de l'extérieur. Lorsqu'il y a des choses qui fonctionnent bien chez l'autre, mais il faut aussi de s'en inspirer. D'accord.
Quel est votre plat préféré? Le fouille à pain. Le fouille à pain à toutes les sauces. J'aime bien le fouille à pain. Oui. Le fouille à pain avec de l'avocat. On peut me donner ça avec du poisson, avec la morue, avec de la viande salée, viande de porc ou viande de bœuf. J'aime beaucoup la viande de bœuf. J'aime beaucoup aussi les fruits de mer, les lambis, les soudons, etc. Je suis quelqu'un de Sainte-Luce, donc j'ai cet attachement-là vraiment à tout ce qui vient de la mer. Mais je mangerais bien du fouille à pain, de l'avocat avec tout, et puis là, avec un peu de farine de manioc, avec tout ça. Par contre, au niveau des viandes, pas trop le mouton, pas trop. C'est une viande que j'aime moins, on dirait. Vous avez une couleur préférée? Le marron. Le marron. Ouais. Pourquoi? Peut-être parce que c'est ma couleur, je ne sais pas. Et peut-être parce que c'est la vôtre, mais c'est la nôtre. Donc, je disais qu'il faut bien s'aimer pour aimer les autres. Tout à fait. Donc, je trouve que c'est une très belle couleur. Il y a différents niveaux de marron. On a du marron foncé au marron très clair. Moi, je trouve que ça fait un beau panel de couleurs. Toute la diversité des marrons. Oui. Non, mais des marrons d'une manière générale. Ouais, on est entouré de tableaux. Et la couleur marron, je trouve qu'elle offre quand même une large gamme de nuances. Et c'est une couleur qui me plaît bien. Mais j'aime bien d'autres couleurs aussi, mais le marron. On dit souvent, d'ailleurs, il y a des théories qui se développent là-dessus. Lorsqu'il y a certaines couleurs qui ont des effets, ou du moins des couleurs de manière générale, ont des effets sur son humeur. Est-ce qu'il y a une couleur que, quand vous la portez, vous vous sentez mieux, le jaune, le rouge, vous vous sentez gai ou d'humeur maussade? Non, vous n'avez jamais porté attention à cela? Non, je ne porte pas attention. J'aime beaucoup m'habiller en blanc, de blanc. Je trouve que ça va bien avec le marron. D'accord. Alors, vous m'avez dit que vous avez des enfants. Est-ce que vous avez des frères et des sœurs? Combien? Un frère et une sœur. Qui vivent en Martinique? Je ne peux pas les demi parce que là, on n'est jamais sûr en Martinique. On n'est jamais sûr en Martinique. Donc, oui, qui vivent en Martinique. Oui. Vous vous rencontrez souvent? Vous revoyez? Faites des sorties sur le peu de temps qu'il vous reste? Oui, non, ça nous arrive. De toute façon, oui, on se retrouve parce que j'habite à côté de la maison paternelle ou maternelle, je ne sais pas trop comment la qualifier. C'est la maison où vit mon père et où vit ma mère aussi. Donc, on se retrouve souvent là, heureusement. Et c'est très important parce qu'on a des enfants et nos enfants vivent un peu plus comme des frères et sœurs que des cousins et cousines. Et ces moments-là sont importants parce que je considère que la famille, c'est un pilier important. Sans le pays, c'est important. L'identité communale aussi peut être importante. Le quartier, c'est un élément de référence pour résoudre les difficultés. Parfois, la rue où on vit, c'est important. Mais la famille, c'est quand même un pilier fort. Et c'est un lieu où on peut résoudre quand même beaucoup de difficultés. Malheureusement, c'est un pilier qui est en pleine déstructuration. On est en train de tuer le noyau familial, à le réduire au noyau du père, mère et enfant. Aujourd'hui, même les grands-pères, les grands-mères ne peuvent plus intervenir auprès des enfants dans l'éducation des enfants. Les oncles et tantes, n'en parlons même pas. Les cousins. Je crois dans les vertus de l'éducation collective. Et en individualisant à l'excès, on perd beaucoup et on a les résultats qu'on a. Surtout que souvent, le père n'est pas présent. Donc, ça donne vraiment des petites situations catastrophiques qui donnent les résultats à la violence, des jeunes qui n'ont pas de repères, qui ne savent pas trop se projeter dans l'avenir. Toutes ces difficultés-là que nous connaissons, que nous subissons au quotidien, je pense qu'elles sont liées à cette déstructuration du noyau familial pour beaucoup. Oui. Je le regrette parce que je crois que nous avons la possibilité de ressouder les familles.
Mais souvent c'est comme pour le nègre contre nègre, hein, entre frères, entre sœurs, pour une question de terre, pour une question de place au cimetière, pour une question de réflexion de maman ou de papa, alors qu'on est déjà adulte, alors qu'on est déjà parents, on s'oppose, on se divise, on se bat, on se haït, alors que finalement la vie est si courte et que si à ce niveau-là on n'arrive pas à composer, comment est-ce qu'on va composer au niveau de la Martinique entière? Je veux dire ça, la construction de la Martinique passe par la construction au niveau familial, d'identité et de lieu de résorption des difficultés. Très bien. Et pour finir, Monsieur Nilor, une parole d'espoir, quelque chose, un message que vous voudriez dire aux Martiniquais qui vous regardent et qui vous a découvert un peu plus que d'habitude, je dirais. Oui. Alors, je voudrais dire aux Martiniquais que il faut croire en l'avenir. Nous avons, malgré tout le caractère sombre de la description que j'ai faite au préalable, parce qu'il y a des difficultés, on ne peut pas les nier. Malgré tout ça, il faut croire en la politique. Peut-être arrêter de croire aux vendeurs de rêves. Arrêtez de croire à ceux qui promettent des emplois par-ci, de régler tous les problèmes, comme s'ils avaient une baguette magique. Là, je dis que celui qui continue de croire dans ces vendeurs de rêves-là, mais c'est lui qui est le responsable finalement. C'est lui qui est le responsable. Tandis qu'on peut croire en la capacité de certains hommes politiques, de certaines femmes politiques, on peut croire au moins en leur sincérité et en leur volonté de faire avancer les choses. Moi, je n'ai pas de baguette magique. J'aurais vraiment aimé avoir une baguette magique pour régler les problèmes des gens. Mais parfois, la simple écoute, c'est déjà 50% de résolu d'une difficulté. Le simple accueil, le simple sourire. Et je crois qu'on gagnerait à remettre au cœur de la politique la morale. La morale politique, c'est quelque chose qui est en train de disparaître, parce qu'on te dit c'est débrouillard pas péché dans le domaine de la politique, c'est au plimentaire. Mais c'est pas vrai. Au plimentaire, c'est un petit moment qu'on a réussi. Mais sur le long terme, sur le durable, on ne peut pas gagner pièce de crédibilité. Là où il y a un fois, on ne peut pas gagner deux fois, on ne peut pas gagner trois fois. Donc, il faut qu'on arrête ce genre de pratique de la politique de compère lapin, mais qui est validée aussi par la population. Et je demande au peuple martiniquais d'ouvrir les yeux, de voir clair. Il y a des gens dans tous les partis politiques, hein, il y a des gens qui sont là sincèrement, qui sont engagés, qui sont là à fond. Et cette sincérité-là, cette authenticité-là, elle apparaît, parce qu'on les connaît. Donc, de leur faire confiance, et puis de ne jamais sous-traiter aux hommes politiques tous leurs problèmes. C'est-à-dire, même lorsqu'on met un homme politique en place, même lorsqu'on l'a élu, qu'on a voté pour lui, il faut continuer de le contrôler, de l'interroger, de voir s'il ne dérive pas, de voir s'il garde le cap. Parce que c'est le peuple qui est le contrôle. Oui. C'est le peuple qui doit contrôler les hommes politiques. Alors c'est vrai que le tort du peuple, c'est de dire, moi votez bas, on peut résoudre tous les problèmes, on peut faire tout bien là-bas nous. Mais il ne faut pas attendre d'hommes politiques qui les fait bien là-bas. Faut se responsabiliser aussi. Oui, il faut plus faire un homme politique qui cadeau, il les fait épi. C'est lui qui peut faire confiance. C'est-à-dire qu'il les fait bas là, méfiez-vous. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Philippe Nilor. Merci, c'était un grand moment de plaisir. D'avoir répondu à mes questions. Donc, chers téléspectateurs de Canal Martinique Télévision, c'était Jean-Philippe Nilor, conseiller régional. Nous vous souhaitons une très bonne soirée sur Canal Martinique Télévision.